L'approche du savoir. Ce matin, le Collège de France. Dans le cours qu'il consacre à Kurt Gödel, mathématiques, logique et philosophie, Jacques Bouvret sonde et analyse les effets que le théorème de Gödel a eus sur la pensée. Et d'abord, sur la pensée philosophique de Gödel lui-même, puisque, comme nous le savons, une des façons d'affiner les matériaux conceptuels est le débat contradictoire. Ainsi, Jacques Bouvret s'est-il fait état des oppositions fructueuses entre Carnap et Gödel sur la question de la vérité, mais aussi entre Turing et Gödel, qui touchaient au problème de savoir si le théorème d'incomplétude de Gödel nous permet ou non de nous considérer comme supérieurs à la machine. Dans son dernier cours, Jacques Bouvret a commencé à nous parler des positions du philosophe britannique Michael Dummett, lequel a travaillé sur la vérité. C'est sur la lecture de Gödel par Dummett qu'il ouvre le cours que nous écoutons ce matin. Dummett considère que la supériorité de l'esprit humain et de l'esprit en général sur le formalisme, s'il y en a une, réside dans le fait qu'il peut avoir, indépendamment du système formel, une conception... Dummett considère comme cette conception précisément comme suspecte, la conception d'après laquelle nous pouvons avoir, indépendamment de toute espèce de système formel, une conception intuitive déterminée de ce qui constitue une raison d'attribuer une certaine propriété, une propriété déterminée à tous les nombres naturels, et une conception qui justement ne peut pas être représentée dans le système formel. C'est ce qu'il exprime en disant que le concept de nombre naturel, je ne sais pas si peut-être je suis allé également trop vite sur ce point précis, il considère que le concept intuitif de nombre naturel est affecté d'un élément de vague essentiel, mais il faut faire attention à une chose, c'est que cet élément de vague ne consiste pas dans une difficulté que nous pourrions éprouver à décider si tel ou tel objet est ou non un nombre naturel. Il consiste dans l'extensibilité indéfinie d'une certaine notion qui est la notion raison d'attribuer une propriété donnée à tous les nombres naturels. C'est-à-dire si vous voulez, les critères que nous utilisons pour décider si une certaine propriété s'applique ou non à tous les nombres naturels, ces critères sont caractérisés par cette propriété que Dummett appelle la propriété d'extensibilité indéfinie. Donc, une fois qu'on est arrivé à un certain ensemble de raisons, de choses qui constituent des raisons suffisantes pour attribuer une propriété déterminée à tous les nombres naturels, à chaque fois que nous avons atteint un certain stade dans la détermination de ce concept, nous apercevons, nous prenons conscience, grâce au résultat de Gödel, du fait que ce concept peut encore être étendu. Par conséquent, il résulte de ça que, contrairement à ce qu'on dit la plupart du temps, il est faux que nous ayons au départ une conception complètement déterminée de ce qui constitue, de ce qui est susceptible de constituer, de façon générale, une raison d'attribuer une propriété déterminée à tous les nombres naturels, alors que la machine, elle, n'aurait pas ne disposerait pas de ce concept. La thèse, l'argument fondamental de Dummett est que nous ne disposons pas plus que la machine d'une notion de cette sorte qui ne serait plus en aucune façon extensible. Alors, dans le texte de 1994, où il revient sur ce qu'il avait dit dans son premier article, voici ce qu'il dit. Construire U indice S, il s'agit donc de la proposition indécidable qui est en rapport avec le système formel considéré S. Construire U indice S pour un système donné S est un processus mécanique, donc construire c'est la proposition gödelienne indécidable en rapport avec un certain système. C'est une procédure qui ne fait aucun appel, qui n'exige aucun recours essentiel à une forme d'intuition ou d'intelligence particulière, mais en revanche, ce qui ne veut pas du tout, enfin ce qui ne ressemble pas du tout à un processus mécanique, c'est la capacité de reconnaître le système S comme intuitivement correct, impliquant en particulier que le système doit être consistant. Et ça, donc, c'est une procédure qui ne semble pas du tout être mécanique, et or il est indispensable de reconnaître le système S comme intuitivement correct si nous devons avoir une raison quelconque de considérer
U indice S, la proposition gödelienne indécidable comme vraie. Par conséquent, là, on a le sentiment que notre capacité de reconnaître comme vraie la proposition gödelienne indécidable dépend de quelque chose qui semble nous appartenir en propre, hein, et dont une machine, une capacité qu'une machine ne semble pas en mesure de posséder, c'est-à-dire la capacité de reconnaître le système formel S comme étant intuitivement correct et en particulier consistant. Alors l'argument inductif qui infère de la vérité des axiomes et de la validité des règles de S à la vérité de ces théorèmes est effectivement trivial. Néanmoins, j'ai soutenu que c'est en lui que doit être trouvée la source de l'extensibilité indéfinie du concept raison d'asserter quelque chose de tous les nombres naturels. La trivialité de l'inférence n'affecte pas son importance conceptuelle. Cela fait partie du concept de nombre naturel tel que nous le comprenons à présent, que l'induction relativement à toute propriété bien définie constitue une raison pour asserter que tous les nombres naturels ont cette propriété, mais ce n'est pas une particularité qui peut être caractérisée une fois pour toutes, parce que la notion de propriété bien définie est elle-même indéfiniment extensible. Donc oui, on ne peut pas, nous-mêmes, ne sommes pas dans une position qui nous permettrait d'affirmer que nous disposons au départ, et une fois pour toutes, d'un concept parfaitement déterminé de ce qui constitue une raison d'asserter à propos d'une certaine propriété qu'elle appartient à tous les nombres naturels. Ce concept-là est précisément indéfiniment extensible, et d'une certaine façon, le théorème de Gödel nous montre qu'il est indéfiniment extensible même pour nous, et que si vous voulez, pour procéder chaque fois à procéder aux extensions qui sont exigées à chaque fois que nous disposons d'un certain système formel, le système formel lui-même nous permet de nous rendre compte qu'il va falloir procéder à une extension supplémentaire de ce concept, et nous avons besoin, d'après Damet, un besoin essentiel du système formel lui-même pour prendre conscience de ça. Cela fait partie du concept de nombre naturel tel que nous le comprenons à présent, que l'induction relativement à toute propriété bien définie constitue une raison pour asserter que tous les nombres naturels ont cette propriété, mais ce n'est pas une particularité qui peut être caractérisée une fois pour toutes, parce que la notion de propriété bien définie est elle-même indéfiniment extensible. Étant donné un langage formel, nous pouvons définir la propriété d'être une proposition vraie de ce langage, ou également une propriété plus faible d'être intuitivement correcte. L'argument inductif en faveur de la consistance d'une théorie formelle S formulée dans ce langage étant le principe d'induction tel qu'il est incorporé dans S. Bon, j'espère que ça devient un petit peu plus clair pour vous. Alors la dernière fois, j'avais terminé en posant deux questions qui sont effectivement cruciales. La première, c'est que puisque la vérité de la proposition gödelienne indécidable dépend de la supposition que le système formel considéré est consistant, jusqu'à quel point sommes-nous fondés à considérer la proposition gödelienne comme vraie? C'est une question que certains commentateurs se sont posés, pas très souvent, mais il est arrivé que des commentateurs s'interrogent de façon tout à fait sérieuse sur les raisons que nous pouvons avoir et le droit que nous pouvons avoir d'affirmer que la proposition gödelienne indécidable est vraie. Alors, il y a là-dessus un échange entre Damet et White dans le deuxième texte, donc le texte de 1994. Damet répond à un commentaire de White, et White soulève précisément cette question. Il ne va pas jusqu'à affirmer que nous avons tort d'appliquer le qualificatif vrai à la proposition gödelienne, mais sa position peut être caractérisée de la manière suivante. Voici ce que dit Damet. White ne croit pas que nous n'ayons pas de raison de quelque espèce que ce soit pour considérer que U indice S, la proposition gödelienne indécidable, est vraie toutes les fois que nous considérons S comme formalisant uniquement des principes intuitivement corrects, mais il ne croit pas que l'on puisse démontrer sa vérité ou dire que nous reconnaissons la proposition comme vraie. Ce qui est vrai est plutôt que nous sommes engagés, committed, à l'égard de sa vérité, comme nous le sommes à l'égard de la consistance de notre pensée concernant l'arithmétique. Ce que j'avais expliqué la dernière fois en disant qu'au fond nous sommes fondés à affirmer, à asserter la vérité de la proposition gödelienne U indice S, exactement dans la mesure où nous sommes fondés à asserter la consistance ou à présupposer la consistance du système S. Alors, ça c'est la première question que nous avons à nous poser. J'y reviendrai dans un instant. Et puis la deuxième question, c'est en quel sens le principe selon lequel procède la série des extensions indéfinies du ou des concepts concernés est-il
et n'est-il pas mécanisable? Puisque nous venons de nous rendre compte que, étant donné un certain concept, qui a atteint un certain stade de détermination, un concept de ce qui peut de façon générale constituer une raison d'affirmer qu'une propriété donnée appartient à tous les nombres naturels, puisque une fois que nous sommes parvenus à un certain stade de détermination de ce concept, nous nous rendons compte simultanément que nous allons devoir procéder à une extension nouvelle, et ainsi de suite, à l'infini. Est-ce que le principe selon lequel procède cette série d'extensions indéfinies est lui-même est-il ou n'est-il pas mécanisable? Alors, en ce qui concerne le premier point, le raisonnement de Gödel procède schématiquement de la façon suivante. Supposons que le système formel S soit consistant. S'il ne l'était pas, donc s'il n'était pas consistant, il serait trivialement complet du point de vue syntaxique, puisque toute proposition qui peut y être formulée y serait démontrable. Donc si le système est consistant, si le système formel est consistant, si on suppose qu'il est consistant, compte tenu du fait que s'il ne l'était pas, donc il serait trivialement complet, puisque n'importe quelle proposition, y compris bien entendu la proposition gödelienne indécidable, pourrait y être démontrée. Alors en vertu de ce qu'on appelle le lemme d'autoréférence, on peut construire en relation avec ce système S une proposition que le domaine désigne par U indice S, une proposition qui est indépendante de S. Elle est indépendante en ce sens que ni elle-même, c'est la proposition pour tout x à x, donc qui est telle que ni elle-même ni sa négation n'est démontrable dans S. Mais pour ce qui est de la vérité de cette proposition, U indice S, on sait qu'on peut, même à l'intérieur du système S, démontrer que la proposition U indice S est vraie si et seulement si S est consistant. Donc il y a au moins une chose qu'on peut démontrer incontestablement, c'est l'équivalence. Alors, donc U de S étant, U indice S étant la proposition gödelienne indécidable, on peut démontrer dans le système S lui-même, donc si la proposition qui affirme la consistance du système S est représentée de cette façon, donc par consistance de S, cette équivalence est démontrable dans le système. On ne peut pas démontrer U indice S dans le système, il s'agit précisément de la proposition gödelienne indécidable, mais on peut démontrer cette équivalence pour la raison que, je vais peut-être utiliser l'autre tableau, on peut représenter et démontrer dans le système les deux implications, c'est-à-dire si le système est consistant, alors U de S est la réciproque si la proposition, ce que dit la proposition gödelienne est vrai, alors le système est consistant. Ce qui signifie donc que là, bien que ça puisse sembler à première vue un peu surprenant, on peut tout à fait formaliser et démontrer dans le système cette équivalence. Alors, la question qui se pose, alors la deuxième implication, donc si la proposition de Gödel, alors le système est consistant, cette deuxième implication constitue, comme vous l'avez sûrement compris, l'analogue formel de la proposition qui énonce que si la proposition gödelienne est vraie, le système est consistant, ce qui ne semble pas contestable, puisque si la proposition en question est vraie, ce qu'elle dit est vrai, or elle dit d'elle-même qu'elle n'est pas démontrable, par conséquent, elle n'est pas démontrable, et il y a par conséquent au moins une proposition qui n'est pas démontrable dans le système, et celui-ci est par conséquent consistant, puisqu'on dit qu'un système est consistant. Une des façons de définir la consistance est de dire qu'un système est consistant quand il y a au moins une proposition qui n'est pas démontrable dans le système. Alors, ce qui est caractéristique, de la situation qui pourrait sembler poser un problème, est que cette équivalence, donc l'équivalence entre U indice S et cons de S, cette équivalence est non seulement vraie, mais démontrable dans S. Donc on peut démontrer dans S cette équivalence, en dépit du fait qu'aucun de ces deux termes ne peut être démontré dans S. On peut démontrer dans S ni la proposition gödelienne indécidable,
c'est même le fait d'être indémontrable est même la propriété la plus intéressante qu'elle possède, en plus de la propriété d'être vraie. Et puis on ne peut pas non plus, c'est l'objet de ce qu'on appelle le deuxième théorème de Gödel, on ne peut pas non plus démontrer dans S la proposition cons de S qui affirme la consistance de S. Par conséquent, on est tenté de se dire que la vérité de la proposition U indice S, la proposition indécidable, est déjà assumée implicitement au début de la démonstration sous la forme de l'assumption que S est consistant. On a l'impression que, à partir du moment où on a supposé, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, car les raisons peuvent être plus ou moins bonnes, à partir du moment où on a supposé que le système S était consistant, on a déjà donc accepté implicitement la vérité de la proposition gödelienne. Et c'est peut-être ce que White veut dire quand il dit que nous nous sommes simplement, d'une certaine façon, engagés à accepter comme vraie la proposition U indice S au moment où, et pour autant que nous avons accepté de considérer le système S comme consistant. Dans les deux cas, nous n'avons pas, semble-t-il, de certitude réelle que les choses sont bien ainsi. Ce qui peut sembler préoccupant, c'est le fait que nous ne pouvons être tout à fait certains ni de la vérité de la proposition U indice S, ni de la vérité de la proposition cons de S, mais nous sommes autant et aussi peu sûrs de la vérité de l'une que de la vérité de l'autre. Alors dans ces conditions, ne serait-il pas raisonnable de considérer que nous ne sommes en droit de conclure à la vérité de U indice S qu'à la condition d'être en possession d'une démonstration en bonne et due forme de la consistance de S, compte tenu du fait de l'existence de cette équivalence, du fait qu'elle peut être non pas seulement formalisée dans le système S, mais peut même y être démontrée, est-ce qu'il ne serait pas raisonnable de se dire que la situation ne pourrait être tout à fait satisfaisante qu'à la condition que nous soyons en mesure d'obtenir une démonstration en bonne et due forme de la consistance de S. Une fois en possession d'une démonstration de cette sorte, nous serions tout à fait fondés à affirmer, asserter sans la moindre hésitation la vérité de la proposition gödelienne indécidable. Et nous pourrions à ce moment-là triompher complètement de la machine, bien entendu. Alors Demet estime, avec de bonnes raisons, me semble-t-il, qu'il ne serait pas raisonnable d'exiger cela, c'est-à-dire d'exiger que pour nous sentir autorisés à affirmer la vérité de la proposition indécidable U de S, nous soyons d'abord en mesure de produire une démonstration en bonne et due forme de la consistance du système S considéré. Voici ce qu'il dit sur cette question qui me semble parfaitement raisonnable. La démonstration de l'indécidabilité de la proposition de Gödel est intuitivement en contraste net avec celle de l'indécidabilité de l'hypothèse du continu, en ceci que la première nous laisse sans aucune raison de supposer soit que l'hypothèse du continu est vraie, soit qu'elle est fausse, ou effectivement qu'elle a une valeur de vérité déterminée. Alors qu'aucune personne qui considère l'application du théorème de Gödel à un système S quelconque, dont il est assuré de la correction intuitive, n'a un doute quel qu'il soit sur la vérité de U indice S. C'est tout à fait clair, une fois que vous avez pris connaissance de la démonstration de Cohen, qui constitue la deuxième partie de la démonstration de l'indépendance de l'hypothèse du continu par rapport aux axiomes visuels de la théorie des ensembles, vous n'êtes pas plus avancé quand vous avez à vous interroger sur la question est-ce que, en fin de compte, l'hypothèse du continu est-elle vraie ou est-elle fausse, hein. Vous n'en savez rigoureusement pas plus sur ce point, et vous n'en savez d'ailleurs pas non plus davantage sur les raisons qu'il peut y avoir de continuer à chercher à déterminer la valeur de vérité de cette proposition, puisqu'après tout, il est permis aussi de se dire que peut-être il n'a pas non seulement nous ne connaissons pas sa valeur de vérité, mais ça n'a peut-être pas non plus tellement de sens de chercher à tout prix à lui en attribuer une. Donc, Demet a absolument raison, la situation dans le cas du théorème de Gödel est complètement différente. N'importe qui ayant pris connaissance de la démonstration de Gödel se rend compte que nous avons d'excellentes raisons de considérer comme vraie la proposition gödelienne, bien qu'elle ne soit pas démontrable dans le système considéré, et que les arguments qui peuvent être avancés en faveur de sa vérité ne puissent être formulés que de façon informelle et au niveau métamathématique. Bon, par conséquent, les deux situations sont différentes, et il serait déraisonnable semble-t-il, d'affirmer que nous n'avons pas de raison de considérer comme vraie la proposition de Gödel, pas plus que nous n'avons de raison de considérer comme vraie l'hypothèse du continu une fois que nous avons pris connaissance
de la démonstration de l'indépendance de l'hypothèse du continu par rapport aux axiomes visuels de la théorie des ensembles. C'est donc, je vais relire le texte, peut-être la démonstration de l'indécidabilité de la proposition de Gödel est intuitivement en contraste net avec celle de l'indécidabilité de l'hypothèse du continu, en ceci que la première nous laisse sans aucune raison de supposer soit que l'hypothèse du continu est vraie, soit qu'elle est fausse, ou effectivement qu'elle a une valeur de vérité déterminée, alors qu'aucune personne qui considère l'application du théorème de Gödel à un système S quelconque dont il est assuré de la correction intuitive n'a un doute, quel qu'il soit, sur la vérité de U indice S. C'est sûrement vrai qu'elle ait ou non connaissance d'une démonstration de consistance substantielle quelconque pour S. Autrement dit, la personne concernée est tout à fait fondée à affirmer sans hésitation la vérité de la proposition gödelienne, qu'elle est ou non, qu'elle dispose ou non, par ailleurs, d'une démonstration de consistance substantielle pour cette propriété de la consistance de S. J'ai soutenu que c'était parce qu'elle arguait tacitement, de façon inductive, de la vérité des axiomes et de la validité des règles à la vérité des théorèmes et par conséquent à la consistance du système. Alors effectivement, il faut dire un mot des raisons que nous pouvons avoir de considérer, de nous autoriser à considérer avec une certitude raisonnable que le système considéré, en l'occurrence l'arithmétique, est consistant. Il semble que dans un cas de cette sorte, on raisonne essentiellement de ce qu'on peut appeler la fiabilité du système. Je traduis par fiabilité le mot anglais soundness. Nous raisonnons, semble-t-il, de la manière suivante. Nous partons de cette propriété qu'on peut désigner comme étant la fiabilité du système, et nous raisonnons de la fiabilité à la consistance. Nous avons de bonnes raisons de penser que les axiomes du système sont vrais, et que les règles d'inférence conservent la vérité. Si maintenant une proposition donnée est démontrable, elle est vraie, parce que la fiabilité signifie que toute proposition démontrable est vraie. Ça n'implique pas, bien entendu, que toute proposition vraie est démontrable. Et pour cause, il y a précisément la proposition gödelienne est un exemple de cette sorte, c'est un exemple de proposition qui est démontrable mais qui n'est pas vraie. Mais en tout cas, ce dont nous pouvons être assurés, semble-t-il, est que le système est fiable, en anglais donc sound, c'est-à-dire que toute proposition qui peut y être démontrée est vraie. Et pour nous rassurer sur ce point, nous appliquons un raisonnement par récurrence, qui est l'espèce suivante. Nous vérifions que tous les axiomes utilisés peuvent raisonnablement être considérés comme vrais et que les règles d'inférence conservent cette propriété de vérité. Si maintenant une proposition donnée est démontrable, donc elle est vraie, dans ce cas, sa négation est fausse, et elle n'est pas démontrable. Puisqu'elle est fausse, elle n'est pas démontrable dans la mesure où nous nous sommes assurés que le système ne permettait de démontrer que des propositions vraies. Donc, dans si vous voulez, la démarche qui nous amène à considérer comme à peu près acquis que le système est consistant, nous utilisons ce type de raisonnement qui consiste à conclure de la fiabilité à la consistance. Puisque le système ne permet de démontrer que des propositions vraies, alors il doit être consistant, puisque si une proposition est démontrable, elle est vraie, si elle est vraie, sa négation est fausse, et du coup sa négation ne peut pas être, elle aussi, démontrable dans le système. Donc le système, il y a au moins des propositions qui ne sont pas démontrables dans le système, par conséquent il est consistant. Alors un problème qui se pose est bien entendu de savoir quel est exactement l'usage qui est fait du prédicat vrai quand nous affirmons que l'on peut affirmer et même démontrer formellement dans S l'équivalence U indice S est vrai si et seulement si S est consistant. C'est encore un point que discute Damet. Si vous retraduisez en langage visuel l'équivalence qui figure en dernier, U indice S est équivalent à const de S. Si on formule la proposition sous la forme U indice S est vrai si et seulement si le système est consistant, est-ce qu'on ne fait pas un usage du mot vrai qui soulève un petit problème, mais la réponse à cette difficulté, la solution de cette difficulté est assez simple. Elle est que le prédicat vrai, quand j'affirme, comme je viens de le faire, U indice S est vrai si et seulement si S est consistant, le prédicat vrai est utilisé ici d'une façon qui n'a rien d'essentiel et il pourrait même ne pas être utilisé du tout. Comme le souligne Damet, nous n'avons pas besoin de nous référer ici à la proposition U indice S
nous n'avons pas besoin de nous référer à cette proposition et de lui attribuer une propriété, en l'occurrence la propriété d'être vrai. Il nous suffit simplement de l'énoncer. Il suffit simplement d'énoncer la proposition. Donc, quand je me suis servi du prédicat vrai et que j'ai formulé la proposition sous la forme U indice S est vrai si et seulement si S est consistant, l'usage que j'ai fait du prédicat vrai était tout à fait inessentiel. J'aurais pu me contenter de dire U de S si et seulement si, const de S si et seulement si S est consistant. Mais il n'en va pas de même, donc l'usage du prédicat vrai, dont le premier terme de l'équivalence, l'usage du prédicat vrai est tout à fait facultatif et inessentiel. Mais il n'en va pas de même, en revanche, avec la proposition S est consistant. En tout cas, quand cette proposition S est consistant, c'est la proposition qui est représentée dans le système par cons de S, il n'en va pas du tout de même pour cette proposition. En tout cas, quand l'assertion S est consistant est déduite de S est fiable. Je vous indiquais tout à l'heure que des façons de parvenir à une conviction raisonnable du fait que le système S est consistant et de raisonner de la fiabilité à la consistance. Or, l'énoncé qui asserte la fiabilité de S, supposition dont nous avons besoin pour pouvoir conclure à la consistance, cet énoncé fait un usage essentiel de la notion de vérité, puisqu'il conclut en partant de la vérité des axiomes et de la validité des règles d'inférence à la vérité de tous les théorèmes de S. Et donc ici, la notion de vérité intervient de façon essentielle pour pouvoir conclure que le système S était consistant. Nous avons dû raisonner essentiellement en nous appuyant essentiellement sur la fiabilité du système S. Or, cette notion de fiabilité, encore une fois, fait pour sa part un usage essentiel de la notion de vérité. Nous avons conclu à la fiabilité en nous assurant d'abord que tous les axiomes étaient vrais, pouvaient être considérés comme vrais, et ensuite que les règles d'inférence transmettaient cette proposition de vérité aux conclusions. Alors on ne peut, comme je l'ai indiqué, s'interroger sur ce qui nous autorise à considérer comme vrai la proposition gödelienne indécidable sans s'interroger du même coup sur ce qui nous autorise à considérer comme consistant le système S, qui est une chose qui est régulièrement oubliée dans les commentaires philosophiques portant sur le théorème de Gödel. Ou bien les gens oublient complètement que la proposition gödelienne indécidable est vraie, et ils en concluent qu'il y a des propositions mathématiques qui ne sont ni vraies ni fausses. C'est ce genre d'idiotie, parce qu'il n'y a pas d'autrement qu'on peut encore lire assez fréquemment. Ou bien ils oublient que pour pouvoir affirmer que la proposition gödelienne est vraie, donc ils savent que la proposition gödelienne est vraie, mais ils oublient que nous ne sommes assurés de sa vérité que pour autant que nous pouvons être assurés de la consistance du système. Alors, dans quelle mesure sommes-nous assurés de la consistance pouvons-nous être assurés de la consistance d'un système formel donné S? Dans le cas qui nous intéresse, il s'agit de l'arithmétique. Alors, dans le cas de l'arithmétique élémentaire, on peut parler d'une certitude presque complète, que nous avons que le système est consistant, une certitude qui, encore une fois, est obtenue essentiellement à partir de la constatation que le système, pour ce que nous en savons, est fiable, mais il n'en va pas de même dans le cas de certaines axiomatisations de la théorie des ensembles, par exemple. Prenez par exemple les axiomatisations du type ZFC, c'est-à-dire axiome de Zermelo-Fraenkel, plus axiome du choix, plus existence de très grands cardinaux. Alors, dans le cas d'axiomatisation de la théorie des ensembles de cette sorte, il est plus difficile et plus risqué d'affirmer que le système est consistant, que nous pouvons avoir une certitude suffisante de la consistance du système. Dans les cas de cette sorte, ce qui se passe, c'est que notre croyance que le système est consistant ne repose pour l'essentiel que sur notre impression que les axiomatisations de cette sorte formalisent une notion d'ensemble consistante. Nous avons l'impression qu'elles formalisent une notion d'ensemble consistante et il se trouve que, également, on n'a pas encore, jusqu'à présent, réussi à dériver une contradiction d'elle. Mais une impression de cette sorte peut, bien entendu, être tout à fait trompeuse. On peut tout à fait se tromper sur la consistance réelle d'un système donné. Et la dernière chose à laquelle on puisse se fier sur ce point est, malheureusement, l'intuition. Alors, les auteurs qui utilisent le théorème de Gödel comme un argument contre le mécanisme, en particulier deux auteurs que j'ai déjà cités à plusieurs reprises, Lucas et Penrose,
ces auteurs oublient souvent que la vérité du théorème de Gödel ne peut être affirmée en principe que de façon conditionnelle. Ils commettent par conséquent une erreur sérieuse qui a été soulignée notamment par Putnam. À ma connaissance, c'est même Putnam qui est le premier à avoir fait remarquer qu'ils oubliaient de façon générale une condition essentielle, c'est-à-dire que la vérité de la proposition gödelienne ne peut être affirmée que sous la supposition que le système est consistant. Ça a l'air d'un détail, mais en réalité ce n'est pas du tout un détail. Alors les auteurs dont il s'agit, en particulier Lucas et Penrose, expliquent que le théorème de Gödel permet d'affirmer que pour tout système formalisé ou pour toute machine, il existe la proposition de Gödel pour ce système ou cette machine, une proposition qui énonce qu'elle n'est pas démontrable dans le système et qui n'y est effectivement pas démontrable. Or, l'esprit humain peut reconnaître comme vraie la proposition gödelienne et se révèle par conséquent supérieur à la machine. C'est ça le nerf de l'argumentation. Cela revient cependant à négliger le fait que ce qui peut être démontré avec une certitude mathématique est seulement une proposition conditionnelle du type S est consistant implique U indice S, c'est-à-dire la première des deux implications. Si le système est consistant, cons de S implique U indice S, si le système est consistant, alors la proposition de Gödel est vraie. Donc encore une fois, nous n'avons sur ce point qu'une certitude de type conditionnel. La seule chose qui puisse être démontrée avec une certitude mathématique, car il s'agit d'une certitude mathématique au sens le plus strict qui soit. Encore une fois, la proposition peut être non seulement formulée, mais même démontrée dans S, mais c'est tout ce dont nous sommes certains au sens d'une certitude mathématique, de la vérité de cette proposition conditionnelle. Si S est consistant, alors U de S. Or, nous ne sommes sûrement pas autorisés à nous considérer comme capables, dans tous les cas, de décider à coup sûr si le système formel considéré est ou non consistant. Et là, évidemment, la certitude que nous pourrions avoir de bénéficier d'une supériorité intrinsèque par rapport à une machine quelconque est susceptible de devenir un peu plus chancelante. Alors, voyez par exemple ce que dit un auteur que j'ai déjà eu l'occasion de citer, Raatikainen. L'argument antimécaniste requiert également que l'esprit humain soit toujours capable de voir si oui ou non la théorie formalisée en question est consistante. Nous n'avons pas de garantie que pour tout système formel S, oubliez un instant le cas de l'arithmétique, songez à des axiomatisations de la théorie des ensembles, du genre de celle que je viens d'évoquer, nous n'avons pas de garantie que nous allons être capables dans tous les cas de déterminer avec une certitude suffisante si le système formel considéré est ou non consistant. Alors l'argument anti-mécaniste, j'ajouterais que nous n'avons probablement pas non plus de certitude, la certitude absolue d'être nous-mêmes des systèmes consistants. Qu'est-ce qui nous permet d'être aussi certains de notre propre consistance, à supposer que nous soyons des systèmes formels, mais il est vrai que les antimécanistes soutiennent que justement nous n'en sommes pas, mais si supposons que nous sommes en tout cas en tout état de cause au moins ça, et même peut-être quelque chose de plus. Mais ce qui est clair, c'est que il ne va pas de soi qu'on puisse répondre de façon immédiate et avec une assurance complète à la question de savoir si nous jouissons nous-mêmes de la propriété de consistance et sommes en outre capables de reconnaître immédiatement que nous la possédons. Donc, l'argument antimécaniste requiert également que l'esprit humain soit toujours capable de voir si oui ou non la théorie formalisée en question est consistante. C'est cependant hautement implausible. Après tout, on devrait garder présent à l'esprit le fait que même des logiciens aussi distingués que Frege, Curry, Church, Quine, Rosser et Martin-Neuf ont proposé sérieusement des théories mathématiques qui se sont révélées plus tard être inconsistantes. Donc tous les auteurs cités, Frege, Curry, Church, Quine, Rosser et Martin-Neuf, qui sont tous des gens éminents, même plus qu'éminents, ont tous proposé à un moment donné des systèmes qui se sont révélés être inconsistants. Comme Martin Davis l'a formulé, c'est une citation, l'intuition n'a été d'aucun secours, on dit on ne peut pas compter beaucoup sur l'intuition pour décider si un système formel donné est ou non consistant. Du reste, c'est une chose dont Leibniz était déjà particulièrement convaincu. Leibniz a dit et répété que quand il s'agit de s'assurer de la consistance d'un concept, de la non-contradiction d'un concept, on ne peut absolument pas se fier à une première impression et encore moins, même pas à une intuition élaborée. Il faut une démonstration en bonne et due forme.
des points de désaccord fondamentaux qu'il y a entre Leibniz et Descartes. Leibniz, sur les questions de cette sorte, en tout cas, ne fait aucune confiance à l'intuition. Alors, Raatikainen ajoute, Lucas, Penrose et d'autres ont certainement essayé de répondre à une critique de cette sorte et ont effectué certaines manœuvres supplémentaires, mais le fait demeure qu'ils ne sont jamais parvenus à surmonter le problème fondamental formulé ci-dessus. Au mieux, ils ont changé l'objet du débat. De fait, à ma connaissance, il n'y a pas de réponse véritablement convaincante à cette objection qui consiste à dire que il n'y a pas de... n'avons pas de garantie a priori d'être certains, dans tous les cas, de reconnaître, et même de reconnaître assez facilement, de décider si un système formel donné est ou non consistant. Bon, ça, c'était la première question, ce que je voulais vous dire pour la première question. Il nous reste la deuxième question, dont il faut encore dire un mot. Alors, cette deuxième question est celle de savoir s'il est ou non concevable qu'une machine quelconque puisse contenir la totalité des procédures qui sont susceptibles de nous amener à reconnaître comme vraie une proposition mathématique. Est-ce qu'on peut imaginer est-ce qu'on peut concevoir une machine de cette sorte? Alors la première chose à remarquer sur ce point est que la question ne peut être comprise que de façon extensionnelle. C'est-à-dire comme sous la forme de la question suivante, existe-t-il ou non un concept de démonstration mécanique, ou en tout cas mécanisable, qui puisse avoir la même extension que le concept de démonstration susceptible d'être reconnu et accepté par l'esprit humain. La question ne peut guère être celle d'une similitude possible entre la façon de procéder d'une machine qui effectue des démonstrations et la nôtre, car il n'y a de toute évidence pas grand-chose à chercher de ce côté-là. Je veux dire qu'il faut distinguer soigneusement deux questions complètement différentes. Est-ce qu'une machine est en mesure de démontrer tout ce que nous sommes en mesure de démontrer? Et la question, est-ce qu'une machine démontre comme nous démontrons nous-mêmes? Pour ce qui est de la question de la similitude, il s'agit d'une question qui est à peu près sans espoir et d'ailleurs également sans grand intérêt. Encore une fois, comme l'ont fait remarquer un certain nombre d'auteurs, la seule question donc est de savoir s'il existe ou non un concept de démonstration mécanique, ou en tout cas, tout au moins mécanisable, qui pourrait être considéré comme coextensif au concept de démonstration, au concept intuitif de démonstration susceptible d'être reconnu et accepté comme correct par l'esprit humain. Alors ça, c'est un point qui a été souligné notamment par Kreisel, j'y avais déjà fait allusion, mais je ne sais plus si je vous avais cité le texte lui-même. Kreisel dit ceci dans un article célèbre intitulé La logique mathématique, qu'est-ce qu'a-t-elle fait pour la philosophie des mathématiques? Alors voici ce que dit Kreisel. La formalisation, entre parenthèses, récursive des mathématiques a été considérée comme un indice positif en faveur d'une théorie mécaniste du raisonnement. Il est remarquable de voir combien peu de travail a été effectué là-dessus, même dans des secteurs comme la logique des prédicats, où l'ensemble des énoncés valides est récursivement énumérable. La moindre des choses que l'on devrait faire est de montrer qu'il y a quelque chose de mécanique en ce qui concerne le choix réel des démonstrations, et pas seulement dans l'ensemble des résultats. Donc, si vous voulez, il faudrait démontrer que non seulement une machine est capable d'obtenir tous les résultats que nous sommes capables d'obtenir, mais également qu'elle y parvient par des chemins qui sont sensiblement identiques à ceux que nous utilisons nous-mêmes. Donc il est remarquable, dit Kreisel, de voir combien peu de travail a été effectué là-dessus, même dans des secteurs comme la logique des prédicats où l'ensemble des énoncés valides est récursivement énumérables. La moindre des choses que l'on devrait faire est de montrer qu'il y a quelque chose de mécanique en ce qui concerne le choix réel des démonstrations et pas seulement dans l'ensemble des résultats. Après tout, dit-il, on peut aller au travail sur un chameau ou sur un âne et y arriver, mais cela ne signifie pas qu'un chameau soit un âne. On peut arriver à la conclusion d'une démonstration, c'est-à-dire au théorème. On peut y arriver à dos de chameau ou à dos d'âne, bon, de ces deux façons étant la nôtre, une autre étant celle de la machine, mais encore ça signifie absolument pas qu'un chameau soit un âne, donc que nous soyons des machines. Il faudrait pour ça démontrer nettement plus que la similitude dans les résultats. Il faudrait pouvoir compter également sur une certaine similitude dans les chemins utilisés, c'est-à-dire dans les procédures qui sont appliquées respectivement par la machine et par nous. Alors pour les résultats négatifs, dit Kreisel, la situation est plus simple, puisque si on accepte le fait que l'ensemble des énoncés valides n'est pas récursivement énumérable, donc si l'ensemble des énoncés valides n'est pas récursivement énumérable, alors simplement aucun processus mécanique ne les engendre.
Donc cette série de résultats ne peut pas être engendrée par un processus mécanique. Il est entendu que par énoncé valide, précise Kreisel, on ne veut pas dire ici une chose qui est nécessairement vraie objectivement, mais le fait psychophysique d'être accepté. Fin de citation. Autrement dit, même s'il était établi que la classe des énoncés mathématiques démontrables par une machine donnée coïncide du point de vue extensionnel avec celle des démonstrations que l'esprit humain est susceptible d'accepter, il ne résulterait pas encore de cela que le raisonnement mathématique peut être compris comme un processus mécanique. En revanche, si une classe d'énoncés n'est pas récursivement énumérable, ce qui implique que ces énoncés, ces éléments ne peuvent être engendrés par aucun processus mécanique, on aura sûrement une raison déterminante de ne pas considérer comme mécanique la manière dont nous nous y prenons pour établir leur validité. Sur cette question, Dummett donne raison à Wright quand celui-ci s'irrite de la façon dont les arguments du type Lucas-Penrose s'abstiennent de toucher aux différences évidentes qu'il y a entre la manière dont les machines trouvent des démonstrations et la manière dont nous le faisons nous-mêmes. C'est en fait que les antimécanistes, de façon un peu surprenante, se sont généralement peu intéressés à cet aspect du problème qui serait pourtant d'une certaine façon pas béni pour leur propre conception philosophique. Voici ce que dit Dummett sur ce point. Aucune machine que nous puissions envisager à présent ne s'approche aussi peu que ce soit de la façon d'attaquer les problèmes mathématiques qui est celle dont les êtres humains le font, en pensant à les reformuler, en repérant des analogies, en concevant des problèmes différents mais analogues, en inventant de nouvelles lignes d'attaque. Ce n'est pas de cette façon que les machines procèdent. La réponse standard que donne l'enthousiaste de l'intelligence artificielle est que c'est simplement une question de temps. Il y aura bientôt des machines qui font toutes ces choses. La seule réponse sensée à cela est attendez qu'elles existent et nous serons alors en mesure de discuter la question de façon mieux informée. Nous ne pouvons pour le moment discuter la question qu'extensionnellement. Pourrait-il y avoir une machine qui démontre tout ce que nous pouvons démontrer? C'est en effet la seule question qui puisse être envisagée pour le moment de façon sérieuse. Alors le problème principal de Dummett dans l'article de 1963, donc le premier article, celui qui s'intitule La signification philosophique du théorème de Gödel, son problème principal était de réagir contre la tendance qu'on a à supposer que le théorème de Gödel pourrait constituer un contre-exemple à l'affirmation générale selon laquelle la signification ne peut pas transcender l'usage. C'était son problème numéro 1, c'est-à-dire l'impression que l'on peut avoir que le théorème de Gödel oblige à reconsidérer ce principe qui, à ses yeux, est absolument fondamental dans la théorie de la signification, c'est-à-dire la signification ne peut pas transcender l'usage. Et l'argumentation que Dummett opposait à cette idée est celui-ci, je cite, l'usage d'une expression mathématique ne pourrait être caractérisé à l'aide d'un système formel unique que si le sens de cette expression était parfaitement déterminé. Lorsque, comme c'est le cas avec nombre naturel, avec le concept de nombre naturel, l'expression a une signification intrinsèquement vague, il sera essentiel à la caractérisation de son usage de formuler un principe d'après lequel une caractérisation formelle précise quelconque peut toujours être étendue. Donc il faudra disposer d'un principe qui nous indique comment, à chaque fois que nous pourrons procéder à chaque fois à l'extension qui s'impose, compte tenu d'un certain stade que nous avons atteint dans la détermination du concept. Une telle caractérisation, donc là, il s'agit de la caractérisation formelle précise dont nous avons besoin, de la façon dont on peut procéder aux extensions qui apparaissent comme nécessaires. Une telle caractérisation est autant, dit Dummett, en termes d'usage que n'importe quelle autre. Donc elle ne nous fait pas sortir, elle ne nous oblige pas à renoncer au principe d'après lequel la signification ne peut pas transcender l'usage. Donc une telle caractérisation est autant en termes d'usage que n'importe quelle autre. Il n'y a pas de raison de recourir à la conception mythique d'une limite au processus d'extension, une limite qui serait constituée par quoi? Eh bien, par un concept parfaitement déterminé qui n'est pas susceptible d'une description complète, mais est appréhendé par une faculté d'intuition ineffable, lequel concept donc nous guide dans le remplacement de nos descriptions nécessairement incomplètes par des descriptions successivement moins incomplètes.
Donc ça, c'est ce que Dometh disait dans son premier article, donc celui de 1963, la signification philosophique du théorème de Gödel. Autrement dit, et sur ce point-là, j'espère que les choses sont pour vous tout à fait claires, d'après Dometh, il n'y a aucune raison de supposer que l'intuition nous permet d'occuper un point à la limite mythique, à partir duquel nous pourrions observer les tentatives infructueuses et maladroites que pourraient faire des machines quelconques pour se rapprocher de plus en plus, sans jamais réussir à l'atteindre, de la position que l'esprit humain est capable d'occuper. Autrement dit, la position critique, avec raison, sur le titre, c'est que l'esprit humain dispose d'une supériorité intrinsèque qui consiste dans le fait que lui, il est capable d'occuper immédiatement une position qui correspond à une sorte de point à la limite mythique à partir duquel on peut observer toute la série, on peut observer et évaluer et juger juger négativement en disant non, c'est pas encore suffisant, il faut encore aller plus loin, etc. Donc à partir de ce point à la limite mythique, nous sommes tentés de considérer que nous occupons ce point à la limite mythique et qu'à partir de lui, nous pouvons observer les tentatives infructueuses que pourraient faire les machines pour essayer d'en faire autant, de faire la même chose que nous. Alors nous devons, estime Dometh, en fait, dans les faits, nous devons nous aussi procéder par extension successive. Nous devons procéder par extension successive et ces extensions peuvent être poursuivies indéfiniment. Et nous avons, en outre, il faut ajouter que pour connaître, si vous voulez, la loi de ces extensions, pour connaître le principe en fonction duquel nous devons les effectuer à chaque fois, nous avons un besoin essentiel de la notion de système formel. Par conséquent, la dernière conclusion que l'on puisse tirer d'un résultat comme celui de Gödel est celui d'une sorte d'inutilité des systèmes formels eux-mêmes, à partir du moment où, compte tenu du fait que nous sommes des êtres qui disposent de quelque chose, d'un instrument qui est bien supérieur, à savoir l'intuition. Mais quelle réponse convient-il exactement de donner à la question de savoir si l'ensemble des propositions arithmétiques que nous sommes susceptibles d'être amenés à reconnaître comme vraies est ou non récursivement énumérable? S'il apparaît que cet ensemble n'est pas récursivement énumérable, alors on aura au moins obtenu, pour la raison qu'indique Kreisel, un résultat négatif important. Alors, voici ce que dit Dometh sur cette question. Comme vous allez voir, il n'est pas totalement concluant. Je cite: l'ensemble grand T des vérités arithmétiques que nous sommes capables de reconnaître comme telles pourrait-il être récursivement énumérable? La spécification de cet ensemble T est problématique. En effet, qu'est-ce qu'on entend exactement par l'ensemble de toutes les vérités arithmétiques que nous sommes capables de reconnaître comme telles? Est-ce que ça veut dire celles que nous serons capables à un moment donné de reconnaître comme telles, celles que nous devrions être capables de reconnaître comme telles si l'existence de l'humanité se poursuivait indéfiniment, alors que visiblement rien n'est moins sûr? Vous voyez, donc il y a toute une série de problèmes qui se posent à propos de cette notion elle-même. Ce qui amène Dometh à se poser la question, donc cet ensemble T signifie-t-il l'ensemble des vérités démontrables par le recours à des principes que nous en viendrons à accepter, ou à des principes que nous devrions accepter s'ils étaient suggérés? N'oubliez pas que le théorème de Gödel nous a fourni une raison nouvelle d'asserter comme vraie une certaine proposition mathématique, plus précisément une proposition arithmétique. Sans le théorème de Gödel, nous n'aurions pas disposé de cette raison tout à fait spécifique d'affirmer la vérité d'une proposition arithmétique. Et ça suggère très clairement que ce concept de raison d'affirmer la vérité d'une certaine proposition mathématique, ce concept n'est pas complètement déterminé. Il est susceptible de recevoir des extensions, et même peut-être des extensions indéfinies. Donc, il y a quelque chose dans le concept procédure susceptible d'être acceptée comme démonstrative par nous, c'est-à-dire procédure susceptible de nous amener à reconnaître comme vraie une proposition mathématique. Ce concept semble comporter quelque chose d'indéterminé et d'ouvert. Alors, donc, à propos de cet ensemble T, Dometh soulève la question: s'agit-il de l'ensemble des vérités démontrables par le recours à des principes que nous en viendrons à accepter, ou à des principes que nous devrions accepter s'ils étaient suggérés, mais dont nous ne prendrons peut-être jamais conscience? Il peut y avoir des principes que nous accepterions
sans hésiter s'ils nous étaient proposés, mais sur lesquels nous ne tomberons jamais. Hein, c'est-à-dire que nous n'arriverons jamais jusqu'à ce stade. Alors, donc, cet ensemble signifie-t-il l'ensemble des vérités démontrables par le recours à des principes que nous en viendrons à accepter ou à des principes que nous devrions accepter s'ils étaient suggérés? Quelle que soit celle de ces deux choses que l'on a en tête, l'image d'un ensemble de démonstrations dont nous sommes capables de reconnaître certaines comme valides et d'autres non, stockée dans un département spécial du troisième règne, est exposée à une question de l'espèce la plus sérieuse. Alors, Dommet utilise ici cette métaphore du troisième règne. Le troisième règne, c'est ce que Frédéric appelle le Drittes Reich. C'est pas celui auquel vous pensez. C'est le troisième règne, c'est l'univers qui contient des objets qui ne sont ni des objets physiques, ni des représentations mentales. Et c'est dans cet univers que sont contenus, par exemple, notamment des objets comme des réalités comme les significations objectives. Alors, ce sur quoi Dommet s'interroge, donc, c'est la légitimité d'une représentation qui consiste à remplacer, si vous voulez, le platonisme des entités par un platonisme des démonstrations. C'est-à-dire, il n'y a peut-être pas d'univers mathématique dans lequel sont stockés des objets qu'on appelle appelés nombres et dont nous réussissons à connaître progressivement les propriétés, mais il pourrait y avoir en revanche un univers platonicien dans lequel sont stockées les démonstrations, toutes les démonstrations possibles en général, avec le sentiment que certaines de ces démonstrations, nous en prendrons connaissance et d'autres non. Hein. C'est-à-dire il peut y avoir des procédures qui méritent en elles-mêmes d'être appelées des démonstrations, mais en contact avec lesquelles nous ne sommes pas du tout assurés d'entrer un jour ou l'autre. Donc c'est pour ça que Dommet se pose des questions sur la recevabilité de cette image platonicienne, donc d'un univers de démonstration qui est déjà donné complètement au départ. Mais, dit-il, bon, comme il n'a pas très envie d'entrer dans une discussion sur ce point, il dit pour les besoins de la discussion, laissons de côté ces difficultés. Il y a une conséquence du théorème de Gödel à laquelle on ne peut, semble-t-il, échapper. Il ne peut pas y avoir d'ensemble récursivement énumérable qui comprenne tous les théorèmes dont nous sommes capables, à un moment donné, de reconnaître la vérité, qui soit telle que, à partir de la spécification de l'ensemble, nous puissions reconnaître qu'il ne contient que des théorèmes vrais.